sur le chemin. Hey, bonne année. C'est la tradition, hein, la tradition de ce monde, de souhaiter la bonne année. Oh, bonjour. Ça c'est beau, ça c'est... Je fais ma petite vidéo pour souhaiter la bonne année. Alors bonne année. Oui, donc je disais bonne année selon la tradition de ce monde, qui est que en janvier on dit bonne année. Je n'irai pas plus loin dans toute cette tradition, que quand on la creuse, je ne la cautionne pas, parce que quand on regarde l'origine du nouvel an, c'est pas terrible, c'est pas très glorieux, mais peu importe, je fais ça juste par rapport à l'année civile. Alors je souhaite que des bonnes nouvelles, que du bien, bien sûr, hein, malgré les épreuves qu'ils vont avoir. Et je profite surtout de ce moment pour décrypter, tenter de décrypter les vœux de bonne année de notre président. Bonne année à tous. De notre président, qui est quelqu'un de très influent. C'est normal, hein, il nous influence. Et tout ce qu'il dit, j'ai remarqué, est très codé, parce que ce n'est pas des simples paroles qu'il dit, même à l'occasion des vœux pour la bonne année. Tout est calculé, tout est travaillé. Il lit un prompteur, donc ce n'est pas du tout lui qui prépare les textes, hein. Lui, il a été choisi parce qu'il a une bonne tête, parce que c'est un bon acteur, parce qu'il sait très bien mentir, et voilà, il incarne un peu le président de la jeunesse, hein. Donc bah ouais, c'est la première fois qu'un président est plus jeune que moi, d'ailleurs, tiens. C'est fou, quoi. Donc on voit bien que il y a quelque chose qui touche beaucoup de monde dans ce message, et j'aimerais le décrypter. Donc voilà, moi pour mes vœux, hein, c'est que des bonnes nouvelles, voilà. Et c'est surtout je vous propose de décrypter le message du président. Alors on va le regarder, et je vais mettre du texte en dessous pour décrypter. Et bah voilà, j'attends votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est quand même important de se rendre compte de ce qui se passe. Et chaque intervention du président, qu'il mente ou non, en sachant qu'il ment souvent, mais c'est inévitable par rapport à ce qui se passe, peu importe, parce que ce qu'il dit, c'est officialisé, c'est officiel. Vrai ou faux, c'est officiel. S'il dit qu'il y a ça, eh ben il y a ça. Je veux dire, dans le sens où ça doit se faire. Et si ça ne se fait pas, ça veut dire qu'il aura menti. Mais en tout cas, à partir du moment qu'il annonce quelque chose, ça veut dire que ici-bas, ça a été décrété, ça a été déclaré. Et donc, ça permet l'avancement. Il ne peut pas faire quelque chose si ça n'a pas été dit et voté, en plus, au niveau des lois. Donc c'est à nous de surveiller, comme je surveille mon bon chien là, qui est en laisse, hein, parce que en fait là on est en période de chasse, donc je peux pas le lâcher là, sinon les chasseurs ils vont pas être contents, il va leur piquer du gibier. Et donc c'est à nous de le surveiller, et même de le tenir en laisse, parce que si on laisse trop faire, et ben tout ce qu'il dit va s'accomplir. C'est à nous de dénoncer, d'avertir, ou d'encourager s'il dit des bonnes choses, parce que ça peut arriver aussi, hein. Et puis si on fait ça, et ben on est averti, et on devient un peuple averti qui veille et qui empêche certains drames. Donc voilà, je vous propose de décrypter son message, de manière à ce que chacun comprenne que les vœux d'un président, ce n'est pas anodin, ce n'est pas qu'une simple formule de politesse, mais c'est avant tout une grande occasion d'annoncer le programme
et puis ça va s'accomplir si on laisse faire. Donc c'est à nous de décrypter et à nous de dire ce qui va, ce qui va pas, et plus le peuple s'oppose de façon légitime, et moins l'ennemi peut progresser, et plus le peuple montre qu'il veille, et donc ils ne peuvent pas faire passer toutes les lois. Et toutes les mauvaises lois surtout. S'il y a des lois mauvaises qui passent, c'est premièrement à cause du peuple qui ne veille pas. Ça, il faut le savoir, hein. Et après, c'est eux qui font n'importe quoi. Mais si on veille, si on essaye de pratiquer la justice, alors elle s'accomplit, hein. Donc c'est à nous de veiller. Voilà, donc c'est parti, hein. On regarde le message et on voit comment on peut décoder ça, hein. C'est parti. Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement, ils sont cette année interdits par l'épidémie. Les places de nos communes sont éteintes, nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Et j'ai pleinement conscience, par les décisions que j'ai eu à prendre, des sacrifices que je vous ai demandés. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment. Et je veux vous remercier de votre civisme, de cet esprit de responsabilité collective par lequel nous avons sauvé tant de vies. Et qui nous permet aujourd'hui de tenir mieux que beaucoup face à l'épidémie. En votre nom, j'ai ce soir une pensée pour les 64 000 victimes de ce virus. Leurs familles et leurs proches. Des parents, des amis, des pans entiers de l'imaginaire français nous ont quittés ces derniers mois. Oui, cette année 2020 a été difficile. Elle nous a rappelé nos vulnérabilités. Elle a été encore plus injuste pour les plus fragiles. Mais ensemble, nous en sortons encore plus unis et en ayant beaucoup appris. J'ai aussi une pensée pour tous nos compatriotes vivant dans la précarité, parfois la pauvreté, pour qui la crise que nous traversons rend le quotidien plus difficile encore. Je veux dire notre reconnaissance à ceux qui se sont mobilisés pour soigner, nourrir, éduquer, protéger. À tous ceux qui, par leur travail, leur engagement, nous ont permis de tenir debout et ensemble durant ces mois difficiles. Et qui, ce soir encore, le font pour la nation. À nos concitoyens œuvrant dans les secteurs de la culture,
du sport, de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme ou de l'événementiel aux étudiants qui ont souffert et souffrent encore davantage que les autres, je veux leur redire que nous serons là. Évidemment, pour réussir à sortir au plus vite de cette situation et pour leur permettre de tenir dans cette période si dure et injuste pour eux, où nous leur demandons de travailler autrement et parfois même de renoncer à leur activité. Cette épreuve historique a aussi révélé la solidité de notre nation. Malgré la pandémie, nous n'avons jamais renoncé à poursuivre notre ambition de progrès pour chacun, en baissant les impôts, en ouvrant de nouveaux droits comme le congé pour les aidants, l'allongement du congé paternité, en soutenant par des primes la conversion de notre parc automobile, en ouvrant sur tout le territoire des maisons France Service, en investissant dans notre souveraineté et notre recherche de manière historique, en agissant pour produire davantage en France, en Europe. Nos soignants ont non seulement tenu, mais nous avons engagé une transformation en profondeur et des investissements historiques pour notre santé, dont les prochaines années révéleront la pertinence. Notre pays est l'un de ceux qui est le plus intervenu pour protéger et accompagner les jeunes, les travailleurs, les entrepreneurs. Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume, car il a permis de préserver des vies et de protéger des emplois. Proverbe, chapitre 29. Un homme sage qui plaide avec un homme insensé, qu'il s'irrite ou qu'il rit, n'a point de repos. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. Ce soir, pour la première fois, un pays, le Royaume-Uni, quittera l'Union européenne. Nous avons scellé il y a quelques jours un accord pour organiser nos relations futures avec lui, en défendant nos intérêts, nos industriels, nos pêcheurs. Notre souveraineté est nationale, et je ferai tout pour que nous retrouvions la maîtrise de notre destinée et de nos vies. Mais cette souveraineté passe aussi par une Europe plus forte, plus autonome, plus unie. C'est ce que nous avons bâti en 2020. Parce que nous avons su conduire les transformations nécessaires et renforcer notre crédibilité, nous avons su convaincre l'Allemagne, puis les autres membres de l'Union européenne, de concevoir un plan de relance unique et massif, et de décider d'un endettement commun et solidaire pour mieux préparer notre avenir, en nous engageant dans la transition écologique et numérique, et en créant autant d'emplois que nous le pouvons pour notre jeunesse. Oui, cette année 2020 ne se résume pas à l'épidémie, même si celle-ci a changé nos vies. Elle a aussi, à mes yeux, révélé des parcours exemplaires qui sont autant de boussoles pour les temps à venir. Notre plus grande fierté, en effet, ce sont les Françaises et les Français, vous. Marie-Corentine a 24 ans. Au printemps dernier, cette infirmière fraîchement diplômée, originaire de Limoges, n'a pas hésité à tout quitter pour prêter main forte aux équipes de l'hôpital de Créteil débordé par l'afflux des malades du virus. Jean-Luc est chauffeur éboueur en Guyane. Avec ses collègues Anthony et Maxime, ils n'ont jamais cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Au plus fort du confinement, ils constituaient cette deuxième ligne qui a permis au pays de continuer à vivre et à la vie de continuer. Gérald est entrepreneur près d'Angers. Pour faire face à la demande de masques, il a, avec ses salariés, réussi la prouesse d'ouvrir ses usines 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et plus récemment, d'en installer une autre en un temps record. Lucas a 11 ans, et habite Béthune. Lorsqu'il a découvert la situation d'isolement des personnes âgées atteintes du Covid-19 dans l'hôpital de sa ville, il n'a pas hésité une seconde et a fait don de sa tablette pour leur permettre de communiquer avec leurs proches et de retrouver le sourire. Il a été suivi par de nombreux autres. Rosalie est libraire à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Comme tous ses confrères, elle a beaucoup souffert de la fermeture des commerces malgré les aides. Elle a su innover. Mettre en place un site internet pour permettre la vente à emporter lors des semaines les plus dures,
et des clients à Noël ont répondu présent. Romain et gendarmes attendent dans les Alpes-Maritimes. La nuit du 2 au 3 octobre, des inondations menacent d'emporter une maison de retraite. Au péril de sa vie, il parvient à évacuer plus de 70 résidents, leur sauvant la vie. Avec les policiers de Nice, qui ont mis fin à l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, avec Arnaud, Cyril et Rémi, gendarmes tués alors qu'ils portaient secours à une femme battue dans le Puy-de-Dôme, avec Tannéry, Dorian et Quentin, militaires morts lundi dernier en opération au Mali. Ils sont des héros de la nation. Mehdi est professeur de sciences économiques et sociales dans les quartiers nord de Marseille. Comme des milliers d'enseignants, il a eu, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, à organiser un cours sur la laïcité. Pour cela, il a pris le temps de se former auprès d'autres professeurs et d'inspecteurs d'académie, et avec courage, il est alors revenu auprès de ses élèves sur nos valeurs, leur histoire, assumant cette haute mission de notre école, de nos enseignants, faire des républicains. Wendy est footballeuse. Comme tous les sportifs amateurs et professionnels, elle a vécu une saison difficile avec des entraînements impossibles, des compétitions décalées, des matchs sans public. Pourtant, elle a puisé en elle la force d'âme d'aller remporter avec son club de toujours une 7e Ligue des Champions, un record, et de nous faire rêver dans cette période grise. Morissette a 78 ans. Elle réside dans une maison de retraite de Sevran et il y a quelques jours, vous l'avez tous vu comme moi, elle a été la première Française à se vacciner contre la Covid-19, envoyant contre l'obscurantisme et le complotisme un magnifique message d'espoir pour l'année qui s'ouvre. Tous ces prénoms, ces visages, sont ceux de votre sœur, de votre voisin, de vos amis, de ces milliers d'anonymes qui, engagés et solidaires, ont tenu notre pays dans l'épreuve. Tous ces prénoms, ces visages, sont ceux de l'espérance, ceux de France. Mes chers compatriotes, notre nation a traversé cette année avec une telle unité et une telle résilience. Rien ne peut lui résister. Notre nation a été capable, dans ces temps difficiles, de tant d'innovation, d'inventivité, de générosité. Tout lui est possible. En 2021, quoi qu'il arrive, nous saurons donc faire face aux crises sanitaires, économiques et sociales, terroristes, climatiques, qui ne s'éteindront pas avec le 1er janvier. Les premiers mois de l'année seront difficiles, et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays. En 2021, quoi qu'il arrive, parce que nous nous y sommes préparés, nous saurons aussi relever les défis à venir. La transition écologique et la protection de la biodiversité. Avec la mise en œuvre des propositions de la Convention citoyenne et d'autres réformes. La lutte pour la République et pour nos valeurs, la laïcité, la fraternité, pour plus de sécurité. Et la poursuite de notre engagement pour le mérite, le travail, l'égalité des chances et la lutte contre toutes les inégalités et contre les discriminations. Les épreuves que nous avons affrontées auraient pu émousser notre enthousiasme, désaltérer l'espoir. Il n'en est rien. L'espoir est là. L'espoir est là, dans ce vaccin que le génie humain a fait advenir en 1 an seulement. C'était impensable il y a encore quelques mois. Et je vous le dis avec beaucoup de détermination ce soir. Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions, encadrées par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquelles la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner de manière sûre et dans le bon ordre, en commençant
par ceux qui présentent le plus de risques. L'espoir est là. Et l'espoir grandit chaque jour dans cette relance qui déjà frémit en France plus qu'ailleurs et qui va nous permettre, dès le printemps, d'inventer une économie plus forte, tout à la fois créatrice d'emplois, plus innovante, plus respectueuse du climat et de la biodiversité et plus solidaire. Et je sais le Premier ministre et le gouvernement pleinement mobilisés. L'espoir vit dans la liberté que nous retrouverons, dans la force de notre culture, de notre art de vivre à la française, dans les leçons aussi que nous saurons tirer de cette crise pour plus de simplicité, d'efficacité, parfois tout simplement de bon sens. L'espoir vit dans notre jeunesse. Nous lui avons tant demandé. Des sacrifices, de renoncer aux rencontres qui sont, à cet âge, plus qu'à d'autres, le sel de la vie. Nous lui avons tant demandé pour sauver des vies, en particulier des vies des plus fragiles, de nos aînés. Nous sommes donc ses débiteurs pour nos choix à venir. Et je m'y engage. C'est pour notre jeunesse que nous devons continuer à agir, à transformer, à avancer. Nous n'ajouterons pas au coût de la crise celui de l'inaction. En luttant contre le virus, en nous battant contre ses conséquences économiques et sociales, en refondant une société plus forte, fraternelle et durable, c'est la France de 2030 que nous bâtirons. Tel est notre cap. Alors ensemble, dans la concorde, regardons devant nous, regardons notre avenir, préparons dès aujourd'hui ce printemps 2021 qui sera le début d'un nouveau matin français, d'une renaissance européenne. Restons ce peuple uni, solidaire, fier de son histoire, de ses valeurs, de sa culture, confiant dans l'avenir et le progrès, sûr de son talent et de son énergie et ambitieux pour lui-même. Quoi qu'il arrive, soyons fiers. Fiers d'être nous, les Français, la France. Voilà, mes chers compatriotes. Bonne année à tous. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun et une année utile pour notre pays. Vive la République et vive la France. Bonne année à tous. Bonne année. Pour plus de sécurité,